Alors bonjour tout le monde, on continue toujours notre travail autour de la formation Node.js. La dernière vidéo, donc, c'était autour de Framework Express avec une introduction et la mise en place d'un serveur HTTP. On va continuer notre travail autour de ce framework et puis on va découvrir ensemble durant cette vidéo comment mettre en place un moteur de template et plus précisément on va travailler avec le EGS. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, donc avec les frameworks web, on essaie de couvrir donc les différentes requêtes envoyées par l'utilisateur, à savoir bien sûr les requêtes HTTP, GET, POST, DELETE, etc. On met en place des mécanismes pour gérer les routes ou bien le routing. Tout ça, donc, il est pris en charge par votre framework qui va vous accompagner lors de la mise en place de votre solution, tout en adoptant une certaine logique, une certaine structure qui va faciliter le développement d'une part et la mise à jour d'autre part. Donc, comme je vous ai dit la dernière vidéo, donc le framework, si vous voulez Express, c'est un framework dont la communauté est assez large en termes de développement sur Node.js, avec ses différentes bibliothèques et avec ses différents mécanismes qui facilitent le processus de développement des backends en utilisant Node.js. Et du coup, donc, il permet d'écrire des fonctions de traitement pour différentes requêtes HTTP en répondant à des URI à partir de systèmes de routing que vous êtes censé mettre en place. Donc, il est intégré avec les moteurs de rendu, avec les moteurs de template. On va voir par la suite comment installer ce moteur de template et comment assurer l'interaction avec votre backend. Et peut même ajouter donc des requêtes intermédiaires de traitement avec ce qu'on appelle les middleware, où ce sont des tunnels de communication, des gestionnaires de requêtes qu'on va découvrir au fur et à mesure durant l'avancement autour de ce module. Les middleware, en quelque sorte, bien ce qu'on appelle les fonctions intermédiaires, ont été créés pour résoudre quasiment tous les problèmes de développement web. Vous voulez par exemple intégrer un mécanisme d'authentification, vous aurez donc une bibliothèque adaptée, vous pouvez assurer la communication avec. Vous voulez servir des cookies par exemple des utilisateurs, gérer les sessions, les paramètres URL, récupérer les données, etc. Donc avec la mise en place de ces différents middleware, Express est capable de communiquer avec un tas de modules qui sont prêts à l'emploi si vous voulez. Donc la dernière fois, si vous vous rappelez bien, on s'est arrêté à la situation suivante. Je vous ai montré comment mettre en place votre serveur HTTP en se basant sur Express. Par la suite, je vous ai parlé d'un mécanisme qu'on est censé intégrer au niveau des devs. C'est le mécanisme qui vous permet de, si vous voulez, de redémarrer le serveur automatiquement sans qu'on le fasse nous-mêmes d'une façon manuelle. Et du coup, je vous ai demandé d'installer NodeMon. Aujourd'hui, on va rajouter un autre module. C'est le module EGS qui permet de gérer, de mettre en place un moteur de template si vous voulez. Donc, on va mettre en place notre, si vous voulez, environnement de travail et puis on va découvrir les différentes parties au fur et à mesure. Ce que je vous demande de faire, c'est qu'on va créer un nouveau, donc si vous voulez, projet qui porte le nom TP Express Web. Puis, on va initialiser le projet. On va installer le framework Express, puis le module NodeMon. Et puis, on va exécuter notre projet pour vérifier qu'il se met à l'écoute et que tout est en place pour qu'on puisse ajouter donc les autres éléments. Donc, j'ai déjà préparé le dossier donc TP Express Web. La première des choses, on va initialiser notre projet. Du coup, je vous demande d'ouvrir le terminal et vous allez taper comme toujours le npm init-y qui veut dire choisir toutes les options par défaut. Automatiquement, il est censé nous générer un fichier package.json qui contient donc toutes les informations nécessaires sur notre projet. On va installer par la suite notre, si vous voulez, framework Express avec le npm install Express. Donc, normalement, il est censé installer cette bibliothèque ainsi que toutes les bibliothèques connexes. Et puis, après avoir installé donc Express, vous êtes censé installer NodeMon avec npm install NodeMon.
Et comme je vous ai dit, c'est un mécanisme qui permet de surveiller les modifications sur votre système de telle sorte qu'elle est censée redémarrer le serveur sans l'intervention du développeur. Donc, c'est un outil qui est recommandé pour durant la phase dev ou quoi. Donc, on installe le NodeMon. Qui vient d'installer les packages nécessaires. Là, donc voilà la structure de notre projet. Quand je clique sur package JSON, il va nous dire qu'en quoi, donc voilà la structure de notre projet. Voilà les dépendances qu'on vient d'installer. Il vient d'installer la dépendance Express, la version 4.18.3 et puis NodeMon, la version 3.0. En même temps, sur le node module, vous allez se retrouver avec un tas de modules qui sont pris en charge par notre, si vous voulez, système. Quoi. Alors, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va créer notre serveur. Je vous demande de créer le fichier server.js. La première des choses, donc, il faut intégrer le module Express. Du coup, vous êtes censé donc déclarer un Express require Express. Voilà. On va prendre une instance de cet objet. On va la mettre dans une constante qu'on est censé appeler application, si vous voulez. Et par la suite, on va définir les autres paramètres, à savoir donc le port. Par exemple, ici, je mets 80-80. Donc, bien sûr, j'ai oublié port. Et puis, on va définir les autres, si vous voulez, configurations autour de notre serveur. J'ajoute donc enroute sur la racine, qui est censé tout simplement avoir une fonction d'échange request, comme toujours, comme je vous ai montré la dernière fois, response. À ce niveau-là, donc j'aurais dû faire la chose suivante. Je lui demande de faire appel à mon response. Je génère une réponse. J'envoie le résultat final que je suis censé afficher sur le navigateur. Donc ici, si vous vous rappelez bien, Hello World par exemple. Par la suite, donc on va donc se mettre à l'écoute avec la méthode listen qui prend en charge le port dans un premier temps. Et puis une fonction, si vous voulez, callback, qui est censé donc afficher tout simplement un message comme quoi qu'on est connecté ou quoi. Alors avec console.log, donc server listening, et on donne le numéro de port par exemple. Donc, voilà notre serveur en question. Donc on a une seule route. Quand on est sur la racine, on est censé générer une réponse, envoyer une réponse au navigateur qui est le Hello World qui est censé afficher. Puis on va se mettre à l'écoute sur le port 80-80. J'enregistre. Alors ici, on a deux cas de figure. Si vous voulez exécuter, soit vous tapez node, comme toujours, server.js. Mais si vous travaillez avec cette méthode, s'il y a des modifications, le système ne va pas les prendre en charge. Vous êtes censé redémarrer, arrêter, puis redémarrer le serveur vous-même. L'utilité de NodeMon, comme je vous ai dit la dernière vidéo, c'est garder donc un œil sur les changements, de telle sorte s'il y a des modifs, le système est censé redémarrer le serveur automatiquement. Pour exécuter donc avec NodeMon, vous aurez dû faire un npx node, et puis le nom de fichier c'est server.js. Alors, une fois que j'exécute, il me demande donc l'installation d'un élément au niveau de la page. Donc, il est en train d'installer donc d'autres packages. On attend que le système puisse finaliser donc l'installation en question pour qu'on puisse démarrer donc en quelque sorte notre serveur. Alors, j'autorise. Là, donc, il vient de démarrer le serveur. Alors là, je me suis trompé ici, donc ça va être listening. Quand j'enregistre, il est censé donc me dire qu'en quoi il y a des modifications effectuées. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va basculer vers localhost.
2.8080. Et là, donc, automatiquement, il est censé m'afficher le résultat des retours et de la réponse qui est le Hello World, comme je vous ai montré tout à l'heure à ce niveau. Voilà donc la première, si vous voulez, situation concernant la mise en place de l'environnement de travail. On a le Node.js, on a le NodeMon, on a le serveur qui se met à l'écoute. Deuxième étape, c'est la mise en place de notre moteur de template. On va le découvrir ensemble et puis on va mettre en place les différentes parties. Après avoir ouvert la page d'accueil, vous montrer donc l'aperçu sur le navigateur. On va passer maintenant à un élément très important, c'est la mise en place de votre template. Et plus précisément, on va découvrir ensemble quelques moteurs de template. On va choisir parmi ces moteurs donc un sur lequel on est censé manipuler donc les différentes parties. Donc un moteur de modèle ou bien une bibliothèque ou un framework qui utilise certaines règles et un langage à base d'expression. L'exemple, l'objectif c'est quoi? C'est avoir un rendu des vues. Vous avez un traitement qui s'effectue côté JS et vous voulez avoir un résultat ou bien assurer la communication avec les données, avec la vue. On est censé avoir un intermédiaire qui va assurer cette communication. Donc, dans les cas des applications web, les vues sont des pages HTML, ça peut être des JSON, des XML, comme je vous ai montré à un certain moment. Du coup, on parle souvent d'une architecture qui porte le nom MVC, ou bien le modèle View Controller, où il y aura donc une séparation des tâches. C'est ce qu'on aimerait bien mettre en place avec ces moteurs de template en général. Donc voilà quelques exemples de moteurs de template, à savoir le Vache, le JS, Moustache, DOS.js, Nginx, Guidin, ATPL, Hamo. Donc, ce sont des moteurs de template que vous pouvez intégrer dans votre application pour gérer la partie vue et pour assurer la communication entre votre modèle d'une part et votre vue d'autre part. Alors, nous, on va travailler sur le EGS qui est déjà embarqué en JavaScript, donc ce qu'on appelle Embedded JavaScript Templating. C'est un, si vous voulez, moteur de template développé avec JavaScript qui est embarqué dans le JavaScript en général. C'est un moteur qui est utilisé par le Node.js. Et bien sûr, donc ça va leur ajouter, c'est créer un modèle HTML avec un minimum de code. Et puisque, comme vous savez, dès le départ, on se met d'accord sur le fait que le framework il est là pour faciliter notre tâche. Et du coup, on aura besoin d'un mécanisme qui va prendre en charge ces différentes contraintes. Et pour faciliter la mise en place de notre code, il faut chercher à mettre en place des codes compacts, un code qui est minimal en quelque sorte. C'est le rôle de ce moteur de template qu'on va l'utiliser dans une page HTML qui dispose donc bien sûr d'une extension si vous voulez EGS plutôt que l'HTML et qui va nous permettre de mettre en place les différents, si vous voulez, bouts de code qui permet d'assurer la communication entre votre modèle et votre, si vous voulez, vue sous la page HTML. Donc la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va installer le EGS. Donc pour installer EGS, on est censé faire appel à npm install EGS. Donc on va installer le module EGS. Par la suite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la page Home EGS sous un dossier Views. Puis on va mettre à jour le serveur Server.js pour qu'il puisse faire reconnaissance à notre module. Puis on va par la suite intégrer donc des expression language pour vous montrer comment dynamiser votre page qui est censée avoir de l'HTML plus donc des codes pris en charge par le EGS. Donc vous allez commencer par l'installation de votre module si vous voulez EGS. Du coup à ce niveau-là, j'ouvre un nouveau si vous voulez terminal. Alors, ça va être npm install EGS. Automatiquement, le Node.js, ou plutôt notre dépôt npm va aller vers le dépôt d'Eston. Et plus précisément, donc il va aller chercher le EGS qui vient d'être installé sur notre projet. Et du coup, si je reviens vers le package JSON, on dispose maintenant des bibliothèques suivantes.
Chaque bibliothèque a ses différentes bibliothèques connexes, puisque là, qui montre le nombre important des bibliothèques qui sont rajoutées au cours. Il apparaît bien que maintenant, on est capable de mettre en place notre, si vous voulez, framework EGS. Ce que vous allez faire par la suite, vous allez créer un nouveau folder, donc new folder, ou bien un nouveau dossier, qu'on va l'appeler views par exemple, sur lequel je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle home.egs. Je mets dedans des codes HTML. À l'intérieur, donc je mets, si vous voulez, avec par exemple H2 à titre d'exemple. Je mets par exemple first page EGS. Maintenant, la page EGS, elle est là. La question qui va se poser par la suite, comment le serveur va donc charger cette page? On aimerait bien, je reviens avec vous ici, il apparaît bien quand on est sur la racine, le système il va nous envoyer le résultat Hello World. On aimerait bien quand on met /home, pardon, que le serveur puisse accéder à cette page et puis m'afficher ce résultat. On va voir comment, si vous voulez, arriver à assurer la communication entre notre serveur et notre monteur de template. Donc, la page, elle est là, il est dans un dossier Views. Ben, on va customiser maintenant notre serveur.js pour qu'elle puisse prendre en charge la page qu'on vient de créer au cours. Donc, pour ce faire, donc après avoir installé, donc nous on a déjà installé le EGS, on a déjà mis en place notre page. Alors maintenant on va mettre à jour notre, si vous voulez, application, quoi. Pour mettre à jour notre serveur, on est censé donc faire la chose suivante. Premièrement, avec l'objet express qui est encapsulé dans la variable app, on est censé lui dire modifier donc le moteur de template ViewEngine par le EGS. On est en train de choisir le moteur de template. Par la suite, on va ajouter donc une nouvelle route si on est sur Home. Alors là, on va utiliser à la place de send qui permet de retourner un résultat affiché sur le navigateur. On va utiliser render qui va gérer les rendus de différentes vues, quoi. On va lui donner le nom de fichier en question. Je lui demande de basculer vers VS Code et précisément vers notre serveur, on va la customiser. Avant de définir les routes, on va lui dire apt.set pour modifier donc une propriété. On va choisir la propriété en question, c'est ViewEngine, le moteur de template. Et là, on va choisir le moteur de template qu'on vient d'installer tout à l'heure. Donc, pardon, ici, c'est virgule, c'est EGS. Par la suite, je vais ajouter une nouvelle route. Je peux copier celui-là. Donc, je vais l'appeler /home. Une fois que je suis sur Home, j'utilise plus donc send, mais je vais utiliser render, qui attend une vue défini par donc ces views, view, donc des coups, pour notre cas, c'est le nom de la page, sans mentionner bien sûr l'extension, quoi. Donc lui, automatiquement, il va le prendre en charge. Alors j'enregistre et on va aller pour tester donc la modif ou quoi. Si je relance, j'attends l'écoute du serveur. Alors là, il me dit qu'il y a une erreur quelque part. On va voir pourquoi. Sinon, j'aurais dit lui dire node, et puis on revient pour débloquer la situation. Ben, ce qu'on va faire, c'est node server.js.
Alors là, il faut faire attention, je me suis trompé à ce niveau-là. C'est pour ça le système, donc normalement c'est 7. Je n'ai pas fait attention. Qui permet de changer une propriété, la propriété View Engine. Donc on va la changer par, je reviens par la suite ici avec un clear. Donc le serveur il est déjà démarré, voilà. Je reviens ici, quand je suis sur la racine, ça va être Hello World. Quand je suis sur /home, automatiquement, normalement, il est censé donc m'afficher le résultat en question. Alors, pourquoi il ne l'affiche pas? Bah, tout simplement, puisque je me suis trompé tout à l'heure, j'avais mis 2M. Bah, du coup, si je mets 2M, après je vais corriger bien sûr, automatiquement, il est censé m'afficher First Page EGS. Alors, je change à ce niveau-là. Alors, j'enregistre. Donc, je viens de vous montrer comment vous pouvez donc intégrer donc votre moteur de template et puis par la suite afficher le résultat en question. Et du coup, donc il apparaît bien que le résultat s'exécute correctement. Alors, je reviens ici. Yes. Je mets un clear. Alors ici, c'est npx nodemon, puisque je suis plus sur node server.js. C'est à ce niveau-là qu'il est censé nous afficher. Donc, si vous voulez, donc maintenant, je vous demande de remarquer qu'avec Nodemon, on a donc des surveillances sur le fichier, sur donc le code des différentes parties de notre application. Et ne dit qu'en quoi, s'il y a donc des changements, automatiquement, il est censé exécuter cette méthode, à savoir node server.js. Alors maintenant, dès que je reviens ici, j'ai plus donc le home avec 2M, mais plutôt avec home, un seul M, ça marche bien. Et puis quand je mets l'adresse de la racine, donc automatiquement, il est censé m'afficher le Hello World. C'est-à-dire que notre système, il est en écoute sans aucun problème. Donc ce qu'on va faire par la suite, je vous ai montré comment assurer un rendu ou bien rediriger l'utilisateur vers une page EGS qui est censée définie par notre, si vous voulez, application, plutôt notre moteur de template. On va basculer maintenant à l'échange des données. Donc, deuxième étape. Donc, on va ajouter du contenu dynamique à notre rendu. Okay. C'est-à-dire, on va lui dire, vous allez rendre l'utilisateur vers cette page. En parallèle, vous allez envoyer un paramètre qui s'appelle name qui contient les informations suivantes. Pour récupérer ce paramètre au niveau de la page EGS, au niveau de votre template, le moteur de template, il vous, si vous voulez, propose des scripts. Par exemple, ici, c'est le script expression égal, pourcentage égal, comme le GSP, le PHP, puis d'autres langages, quoi, qui permet de dynamiser le contenu, quoi. Ce qu'on va faire alors par la suite, je reviens avec vous ici, on va lui dire, vous allez rediriger l'utilisateur vers cette page et vous allez en parallèle envoyer un paramètre. Alors le paramètre qu'on va envoyer, donc ça va être le paramètre name. Au niveau de paramètre name, on va mettre par exemple tout simplement Node.js à titre d'exemple. C'est-à-dire que on arrive à cette page avec un paramètre qui porte le nom name et voilà sa valeur. Je peux l'appeler même result, comme ça va être plus pratique. J'envoie un résultat vers cette page qui est censé la récupérer. Maintenant, la question qui va se poser, comment je peux accéder à ce paramètre result? Pour ce faire, vous allez customiser votre home EGS. À ce niveau-là, j'affiche par exemple qu'en quoi votre résultat. Et là, donc, j'utilise la balise pourcentage. J'utilise donc le tag expression. Alors, la variable ou bien le paramètre que j'envoie à cette page, il s'appelle result. Du coup, je prends ce paramètre-là et je le mets ici. Vous allez voir que
quand j'actualise la page, quand je fais appel à /home, alors là, automatiquement, il m'affiche le premier message et puis il récupère le contenu de la variable ou bien de paramètre qui est envoyé par le serveur ou bien par le modèle en général. Dans le même cadre, on va basculer maintenant vers une variable qui est bien, si vous voulez, détaillée, une variable qui contient deux paramètres, un nom qui est une chaîne de caractères et puis un tableau des hobbies quoi. On va voir par la suite comment on peut récupérer donc une donnée qui est simple et une donnée qui est composée quoi. De telle sorte, vous êtes censé faire une boucle au niveau de votre application. Alors, je reviens avec vous ici vers le serveur JS. On va déclarer notre variable data qui est composée par les éléments suivants, donc name, formation Node.js par exemple. Et puis le deuxième paramètre, les hobbies, qui est sous forme d'un tableau. Je mets par exemple sport. Lecture. Et puis voyage. À titre d'exemple. J'aimerais bien maintenant envoyer ces données à notre serveur. Pour ce faire, le résultat ça va pas être cette valeur. Plutôt, on va envoyer maintenant un objet qui s'appelle data. Cet objet en lui-même, il est composé de deux propriétés. Une propriété name, qui est élémentaire, qui contient une seule valeur. Une propriété, donc, si vous voulez, hobbies, qui est sous forme d'un tableau. Des coups, je suis censé, donc, parcourir à tous les éléments. Donc, on va voir par la suite comment accéder à ces différentes données, sachant que maintenant result, il retourne un objet data. L'objet data, il est constitué de name et de hobbies. Le name, je peux l'afficher sur le champ. Les hobbies, je suis censé donc parcourir la liste. C'est pour ça, pour exploiter ces éléments-là, donc on va utiliser donc pour le data, c'est l'objet principal. .name, c'est la récupération du nom. Data.hobbies, c'est la récupération des tableaux des hobbies. Je suis censé faire un for each. Je parcours. Chaque fois que je trouve un élément, on va créer un ordered list sur laquelle je suis censé ajouter des listes items ou bien des éléments. Donc, ce qu'on vient de faire ici fait partie de notre moteur de template, puisqu'on sait bien que l'HTML est statique. Pour dynamiser votre page et avoir de l'interactivité avec ce qui se passe au niveau de modèle, au niveau de serveur, vous êtes censé intégrer ce moteur de template. On va customiser alors le Home.js. Premièrement, ici, donc on va afficher votre nom, par exemple, c'est data, c'est l'objet principal, .name. Puis par la suite, on va créer donc une ordered list sur laquelle on est censé donc définir des LI. Mais le nombre de LI dépend du nombre d'éléments de notre tableau. C'est pour ça, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ouvre les pourcentages comme tout à l'heure. On va lui dire, vous allez faire appel à notre data.hobbies.forEach qui permet de parcourir. On va définir une fonction qui prend en charge donc un item qui est censé donc faire le travail suivant. Alors, bien sûr, cette fonction, on va la fermer à ce niveau-là. Pardon. Je ferme les accolades ouvrantes que je viens d'ouvrir. OK. Et puis le parenthèse. À l'intérieur, c'est à ce niveau-là que je suis censé donc définir, si vous voulez, les LI ou quoi. Donc, à ce niveau-là, je fais appel à list items qui sont définis, pardon. Et là, donc, je mets comme tout à l'heure le tag expression égale item.
Alors ici, on a créé donc une variable, un objet data qui est composé de deux propriétés name et hobbies. Pour accéder, donc on a envoyé ça sous forme de résultat. Alors là, ce qu'il faut retenir, c'est que ici, bien sûr, ça va être result, puisque l'objet s'appelle result. Ici, la même chose, result. On va lui dire, le result, il encapsule data, du coup, il a une propriété name, on peut l'afficher sur le champ. Le result, il encapsule data, il a un tableau hobbies, on va le parcourir. Chaque fois qu'on trouve un élément, on va la mettre dans une variable qu'on va l'appeler item. Et cette variable-là, donc on va l'afficher au niveau de la balise LI qui permet d'avoir une liste non ordonnée puisqu'on vient d'utiliser le ordered list. J'enregistre. Une fois j'actualise la page, vous allez voir qu'il va nous afficher formation Node.js et juste en bas donc les différentes valeurs concernant notre tableau. Ok. On continue toujours notre travail, on va basculer maintenant vers une autre situation. Donc, dans une application web, on parle souvent des ressources statiques, à savoir les images, les CSS, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, supposons qu'on aimerait bien intégrer donc effet de style ou bien le framework Bootstrap pour, si vous voulez, agir sur le design de notre template et puis de nos pages en général. Pour ce faire, vous avez deux méthodes. Bien sûr, la première méthode, c'est vous utilisez Link. Vous pouvez donc faire appel à votre, si vous voulez, framework Bootstrap en ligne. Sinon, vous pouvez avoir donc les fichiers en local. Pour ce faire, donc il y a une certaine manipulation et configuration qu'il faut mettre en place. Premièrement, on va créer donc le dossier public. Donc, tout ce qui est statique, on va la mettre dans un dossier public. Par la suite, on va ajouter une feuille de style, bootstrap min.css. Donc, je vais la partager par la suite au niveau de la description de la vidéo. On va mettre à jour notre serveur. On va lui dire que donner le droit aux différentes pages EGS d'accéder à toutes les ressources statiques ou bien publiques. Et puis, on va mettre à jour notre page en .egs. Ce qu'on va faire alors, c'est que, premièrement, on va créer un dossier avec new folder qui s'appelle public. Sur ce dossier-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre le bootstrap.min.css. Je vais partager avec vous par la suite ce fichier. C'est un fichier qui contient un ensemble de classes que vous pouvez appliquer sur votre, si vous voulez, page HTML. On va mettre à jour le serveur. On va lui dire qu'en quoi on a donc des ressources statiques que vous êtes censé aller les chercher à partir de ce dossier public. C'est pour ça, au niveau du serveur, on va ajouter donc le app use express statique, et puis on va lui donner le nom de dossier au cours. À ce niveau-là, je reviens vers le serveur. Après, si vous voulez, à ce niveau-là, je fais appel à app.use. Je fais appel à express.public, plutôt statique, c'est les ressources statiques. À ce niveau-là, je suis censé donc donner le chemin, quoi. Donc le chemin, bien sûr, ça va être au niveau du dossier public. On est en train de dire à Express que les ressources statiques, il faut aller les chercher à partir de ce chemin-là. Vous allez voir quel est l'impact de cette configuration qu'on vient de faire. Alors, la deuxième étape, c'est l'intégration de ce fichier de style au niveau de Home EGS. Alors, ce qu'on va faire alors, c'est que au niveau donc de Home EGS, on va rajouter donc après le title si vous voulez, on va ajouter la balise link. Ça va être des style sheet. Et bien sûr, donc ici, on va donner le chemin. Alors, puisque on a déclaré
on a configuré notre express vis-à-vis donc les ressources statiques qui se trouvent dans le dossier public, bah on est censé tout simplement faire appel au nom du fichier. J'aurais dû faire bootstrap.min.css. Il est censé aller chercher donc le fichier dans le dossier public. Si on n'a pas mis cette configuration, bah je suis censé ici mettre le chemin complet. ./public/bootstrap machin etc. Ok. J'applique je vous demande d'appliquer quelques classes par la suite. Par exemple ici, avant d'afficher donc les informations concernant cet élément, je rajoute un div. Donc je le ferme à ce niveau-là. Au niveau de div, je vous demande d'appliquer la classe par exemple liste group à titre d'exemple. Et pour les LI, j'applique une classe sort liste group item. Alors j'enregistre, j'actualise la page et là on voit bien donc que le système il arrive à appliquer donc le style qu'on vient de lui demander. Et bien sûr il ne faut pas oublier cette configuration de votre express statique, sinon vous êtes censé donc donner le chemin complet. Pour bien comprendre le concept, j'enlève ça, donc je mets un commentaire à ce niveau-là, j'actualise la page. Là, donc, il apparaît bien que le système n'a pas pris... j'ai appliqué des classes, mais le système n'a pas trouvé le fichier en question, quoi. OK? C'est pour ça, donc, soit vous êtes censé avoir donc le chemin complet. J'aurais dû lui dire point slash public slash ainsi de suite. Ce qui n'est pas pratique si le chemin est assez important, quoi. C'est pour ça donc je suis censé, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas oublier donc la configuration suivante, à savoir APUs express statique et je donne le chemin de mon fichier. Donc après avoir parlé de ça, on va basculer vers une autre situation pour toujours des fins d'organisation. De préférence, il faut séparer les données de votre traitement au niveau du serveur. C'est pour ça, donc, ce qu'on va faire, on va créer un dossier data sur lequel on est censé donc créer le fichier data.js et puis on va mettre à jour notre serveur en question. Donc, pour ce faire, je reviens avec vous vers VS Code. On va créer un new folder qu'on va l'appeler data. Donc, on va créer le fichier donc data.js. Sur ce fichier-là, on va mettre la structure suivante. Je reviens vers le serveur, donc je vais copier ça. CTRL X. Sauf qu'à la place de var, donc j'aurais dû faire exports pour donner la possibilité d'utiliser ce fichier en dehors de notre module. Ce qu'on va faire par la suite, on revient vers server.js. On va ajouter ce module. Require ./data/data. On réactualise la page. Donc il apparaît bien que pour le moment, il va nous dire qu'en quoi que la propriété est indéfinie, donc il n'arrive pas à faire un for each, c'est-à-dire qu'il faut faire une petite modification au niveau de notre code, quoi. De telle sorte, on est censé donc lui dire la chose suivante. Donc si je reviens avec vous ici, on a donc un objet qui s'appelle data. Cet objet, donc, il est censé, si vous voulez, faire appel à ce fichier-là. Ce fichier-là, il dispose déjà d'un objet data. Donc, c'est pour ça qu'on est censé faire la chose suivante. Ici, donc, j'aurais dû faire data.data.
Ça, c'est la variable. OK? Et ça, donc, c'est l'objet qu'on vient de définir à ce niveau-là. Donc, j'actualise la page. Et là, vous allez voir qu'il va m'afficher le résultat correctement. Il faut faire tout simplement cette customisation que le système puisse, puisque celui-là, il vous donne l'accès seulement au fichier, au module, et celui-là, il vous donne l'accès à la propriété qui est dans le module, quoi. Après avoir parlé de ça, on va travailler sur l'exemple suivant. Bah, supposons qu'on vous demande de mettre en place un programme qui permet de faire la somme avec deux champs de texte, nombre 1, nombre 2, avec un result, et puis le bouton somme en question. Donc on va essayer de travailler ensemble sur cette situation pour vous montrer, puisque jusqu'à maintenant, on arrive à communiquer le résultat du serveur vers le client, mais on n'a pas encore mis en place donc la possibilité de récupérer les données en cours. Donc la première des choses, on va définir la template SOM.EGS au niveau de dossier Views. On va définir donc la vue qui va afficher la page et par la suite, on va développer l'événement en question. Alors, je reviens avec vous ici sur donc Views, ce dossier-là. J'ajoute un nouveau fichier qui s'appelle som.egs. Je mets le HTML. On va intégrer donc la page, la feuille de style avec donc link. Style sheet. href, donc ça va être strap.min.css. Et on va mettre en place le formulaire. Donc je commence par un div. On va appliquer donc une classe form group. Puis par la suite, on va déclarer donc notre, si vous voulez, notre formulaire avec la valise bien sûr form. Sur le formulaire, donc on va mettre en place les éléments suivants. Donc je mets en place un premier label. Donc on va l'appeler nombre 1. Puis un input. Au niveau de type, ça va être number. Au niveau de name, donc je vais l'appeler N1. Au niveau de classe, on va appliquer par exemple form control. Et j'aurais dû faire la même chose pour les autres éléments. Donc je vais copier ce bout de code. J'ai donc le nombre 2 avec name 2. Et le troisième qui est le résultat avec le nom rs. Et le résultat, on va le définir comme étant read only. On ne peut pas écrire dedans. Voilà notre formulaire. Et puis la dernière des choses, c'est notre bouton, quoi. Donc, pour le type, ça va être des submit. Value, donc ça va être sum. Name, donc ça va être btn1. btn en général. Et puis pour la classe, on va appliquer btn success par exemple. Bien primary si vous voulez. Pour avoir la couleur bleue, quoi. Donc voilà notre formulaire. Donc on vient de créer une page HTML qui porte le nom SOM.EGS au niveau de Views. Dans cette page, on a intégré dans un premier temps la feuille de style, Bootstrap
class.main.css. On vient d'ajouter un div avec la classe form group. On vient d'ajouter des labels, nombre 1, nombre 2, résultat, et puis des inputs avec la classe form control et le name n1, n2, rs, et puis un bouton avec la classe btn, btn primary. J'enregistre. On va customiser maintenant server.js. Donc la première étape, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est créer une route /sum. Une fois que j'accède à cette route, je suis censé afficher la page suivante. Alors au niveau de serveur, je peux copier donc si vous voulez, cette route. Alors je vais l'appeler sum. Il va faire appel à sum. Et bien sûr, pour le moment, j'envoie aucune information. Alors j'enregistre le système, le Node.js, NodeMon, il va prendre en charge les modifications. Quand je fais ici sum, normalement il est censé appliquer, donc là les faits de style ne sont pas appliqués, donc c'est-à-dire qu'on a un problème au niveau de chemin quoi. Ici, ce qu'on a mis c'est Bootstrap, donc il ne manque un T. C'est pour ça donc le système n'a pas pu appliquer la feuille de style. Donc il apparaît bien maintenant que notre formulaire il est opérationnel et il utilise la méthode get au niveau de l'envoi. On peut modifier tout simplement ici, par exemple, on peut lui dire conteneur pour ajuster sur les marges. J'actualise, voilà, donc notre formulaire il est ajusté. Celui-là, je ne peux pas écrire. Les autres, ce sont des type number et puis le bouton send qui est censé envoyer le résultat. C'est-à-dire, dans un premier temps, on est arrivé à mettre en place notre formulaire en question. Donc, deuxième étape, c'est que on va définir le traitement, quoi. C'est-à-dire là, quand on clique sur sum, quand on est sur l'URL sum, il est censé nous générer le rendu de la vue suivante. Une fois que je clique sur sum, c'est un autre événement que se déclenche. On va l'appeler add par exemple. On est censé donc récupérer ces valeurs et puis afficher le résultat au cours. Donc à ce niveau-là, on a déjà notre rendu. Maintenant, on va créer une nouvelle route qu'on va l'appeler add. Ici, vous pouvez choisir post ou bien get. Ici, non, on a déjà, quand je vous ai montré au niveau de l'exécution, c'est get, mais ça n'empêche pas que je peux faire la chose suivante. Au niveau de formulaire, j'aurais dû faire méthode. Je fais appel à post pour définir une nouvelle, si vous voulez, route sur la méthode post. Par la suite, on va récupérer, on déclare les variables suivantes, à savoir donc N1, N2 et puis RS. Je récupère le résultat via request body, c'est le corps de la requête. N1, c'est le name de N1, N2, c'est le name de N2. Le parse int, puisque les données vont être récupérées comme étant des chaînes de caractères. Et puis, je rends le résultat à l'élément en question, quoi, à mon programme, quoi. Donc, ce qu'on va faire alors, c'est que on va donc mettre en place le résultat sous cette forme. Du coup, ce que je vais demander de faire, au niveau de serveur, je vais copier une nouvelle, si vous voulez, je vais créer une nouvelle route. Je vais l'appeler op, qui veut dire opération tout court. Alors, dans cette opération, avant de faire la rendu donc vers la page, je suis censé faire la chose suivante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on doit récupérer donc les données dans un premier temps. Je déclare donc une variable n1 qui est égale à request.body.n1. J'aurais dû faire la même chose pour le n2. Je dois donc déclarer une variable pour le résultat, le rs. Donc, je fais appel à mon parse int n1. Sinon, ça va être la concaténation puisque le request body permet de récupérer comme étant une chaîne de caractères.
Après, je suis censé donc envoyer le résultat, si vous voulez, à ma page. Donc, pour le moment, je vais envoyer le résultat, je vais envoyer seulement le RS, à titre d'exemple. Et après, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais lui dire, vous allez rendre l'utilisateur vers la page SOM. On lui envoie donc ce résultat RS. OK? Alors, le request body, il permet de récupérer les informations de la requête. Les paramètres de la requête, on a N1, N2, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure. C'est N1 et puis N2. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'une fois qu'on a calculé, je récupère le résultat dans une variable RS et c'est cette variable que je dois envoyer à cette variable result. Ce qu'on va faire par la suite sur la page 100.egs, je suis censé faire la chose suivante. À ce niveau-là, j'ajoute donc l'attribut value. Je mets, comme je vous ai montré tout à l'heure, le tag expression, donc pourcentage égal, et là je mets result. On va vérifier déjà ce bout de code, qu'est-ce que ça va donner. Mais avant donc de faire cette opération, donc bien sûr, on est censé donc faire appel à notre, si vous voulez, formulaire en cours. Du coup, je reviens avec vous ici. On a déjà mis en place nos éléments. On lui a dit, si on est dans la méthode post, vous êtes censé exécuter l'action suivante. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez customiser votre formulaire. On va rajouter l'action. En plus de la méthode post, on va ajouter l'action qui porte le nom add. Donc, si on clique sur Sum, ce bouton-là qui est de type submit, on est censé exécuter ce traitement. Ce traitement sera intercepté par notre, nous on les a appelés opérations, pardon. Donc, je vais copier l'opération, je le mets ici. Une fois qu'elle trouve opération, le serveur il est censé exécuter ce bout de code. Il est censé récupérer le N1, N2 à partir de la requête envoyée. Il est censé effectuer le calcul après avoir fait un cast, et puis retourner le résultat. Et sur le dernier champ qui est en read-only, on est censé avoir le résultat en question. On va voir, après avoir intégré ces différentes modifications, comment le système il va se comporter. Je reviens ici. Je fais appel à la somme. Et là, je vous demande de remarquer que une fois que je fais appel à la somme, il me dit qu'en quoi que result is not defined. Donc, il y a un problème au niveau de cette variable qui vient de nous dire qu'en quoi que result is not defined. Du coup, si je reviens ici, on a déjà mis un résultat ici. Ce résultat, il sera donc renvoyé. Donc, c'est pour ça, donc, on est censé, à ce niveau-là, le résultat sera envoyé quand? C'est lorsqu'on va travailler avec, lorsqu'on va faire appel à notre opération. Quand on est ici, on peut dire la chose suivante. On va lui dire que result égale à 0 au départ. On va commencer par une valeur 0 si vous voulez. J'actualise. Il va m'afficher ça. Mais là, je me suis trompé. Normalement, values, ça va être pas au niveau de N1, ce que j'avais mis ici. Pardon, ça va être au niveau de la propriété ou bien le input qui est read-only ou quoi. J'actualise maintenant. Voilà, donc il apparaît bien que pour le moment, lorsqu'on démarre, on démarre avec une valeur qui est égale à 0. On va saisir les valeurs par la suite. Je donne 1, puis 3. Je clique sur Sum, je suis censé avoir le résultat 4 dans résultat, n'est-ce pas? Donc je clique sur Sum. Il apparaît bien que le système nous dit qu'en quoi il n'y a aucune action, opération. On va voir pourquoi. Peut-être qu'on s'est trompé au niveau du nom, quoi. Alors l'action c'est opération et ici au niveau de serveur c'est je me suis trompé au niveau de la méthode puisqu'on n'a pas trouvé, quand je reviens au motif, on n'a pas trouvé une action opération adéquate à cette méthode d'envoi. Ben, je me suis trompé tout à l'heure lorsque j'ai copié, donc normalement ici ça va être un post. Je reviens ici, je recommence, ben, je suis sur 100 pour afficher la template, je mets les valeurs en question.
Je clique sur Sum. Et là, automatiquement, le système il me dit que cannot read property of undefined heading in A. Donc, il a du mal pour récupérer ces données et pour récupérer celui-là. C'est-à-dire qu'avec le request body qui est censé, à partir de la requête, aller chercher donc sa valeur, n'a pas pu faire l'opération exactement. Donc, pour débloquer la situation, donc, normalement, le Node.js et puis notre Express, il utilise donc un middleware, c'est ce qu'on appelle le body parser. On va vérifier est-ce qu'on a déjà ce body parser au niveau de notre application. Donc si je reviens ici, le node module, donc on a déjà donc un body parser, donc il est déjà prédéfini. Donc ce middleware est censé donc, si vous voulez, assurer la communication entre puis le corps de la requête en général. Bah, on est censé tout simplement le configurer ou quoi. Donc on est censé faire une configuration pour que le système puisse prendre en charge le parser. Donc ce que vous allez faire alors, le module il est déjà là. S'il n'est pas là, vous êtes censé l'installer avec le npm install body parser. Par la suite, donc on va charger le module au niveau de notre application avec require body parser. Puis on va utiliser donc un autre use pour déléguer la tâche de gestion des body, bien des corps des requêtes à ce module-là. Donc on va lui dire le body parser URL encoded extended true, donc activer la possibilité de récupérer donc le corps de la requête. Dans ce cas-là, on aura la possibilité d'utiliser request body et puis le nom de l'attribut en question. Donc je reviens avec vous ici. On va customiser notre, si vous voulez, application. On va ajouter un autre module. Bah, du coup, j'aurais dû faire un let body parser. Alors require. Un body parser. Par la suite, au niveau des use, j'aurais dû lui dire donc app.use. On va lui dire, donc pardon, ici ça va être un point. Et ce qu'on est censé lui dire, c'est qu'en quoi le body parser qu'on vient de créer, plus précisément URL encoded, extended true. C'est cette instruction qui va nous permettre d'utiliser donc ce bout de code. Request body. Le nom N1, N2. Donc il faut intégrer le module. Par la suite, donc il faut faire appel à ce middleware pour qu'elle puisse gérer donc le corps de la requête en question. Je reviens par la suite ici. Et là, donc, je lui demande de remarquer qu'il arrive à calculer, à faire le calcul. Donc, je mets ici, par exemple, 1, je mets 2, quand je calcule, c'est 3. Sauf que pour le moment, donc, les informations il vient d'être disparu. On va voir comment débloquer la situation. Mais pour le moment, il apparaît bien qu'après l'intégration de request body, on a donc la possibilité d'avoir les éléments en question, quoi. Bah, du coup, ce qu'on est censé faire par la suite, c'est afficher donc le résultat ou quoi. Puisque là, quand j'exécute, on regarde le N1, N2 et du coup, on a un résultat qui est un petit peu non lisible, puisqu'on a le résultat, mais qu'est-ce qu'il a saisi l'utilisateur comme valeur? Il est disparu. Donc, du coup, ce que vous êtes censé faire alors, c'est que vous préparez donc le résultat ou bien le N1, N2, il ne faut pas qu'il disparaisse de notre formulaire, il faut qu'il garde sa valeur. Et puis, ce qu'on est censé faire alors, c'est que au niveau donc de notre code, on va lui dire la chose suivante. On a déjà le N1 qui est ici, on a le N2 qu'on a ici. Ce qu'on est censé faire alors, c'est que on est censé lui envoyer N1, N2. OK? C'est-à-dire là, le deuxième paramètre, ça va être un N1. Le point, ça va être un N1.
Pour ne pas le confondre, on va l'appeler MB1. Et puis le deuxième, ça va être MB2 qui fait appel à N2. C'est seulement pour garder trace à ces deux nombres. Ces deux chiffres sont censés avoir la valeur 0 au départ. Donc, du coup, j'aurais dû faire la chose suivante. MB1 au départ, c'est 0. MB2 au départ, c'est 0. Lorsqu'on est sur la template, on va se retrouver avec des valeurs 0 pour result MB1, MB2. Quand on est sur opération, le result c'est RS, le MB1 c'est ce qui a saisi l'utilisateur au niveau du premier champ de texte et le MB2 c'est ce qui a saisi sur le deuxième champ de texte. Maintenant, on va customiser notre somme EGS. De telle sorte, on va rajouter des values. Alors, je reviens ici, je peux copier value qu'on a mis tout à l'heure. Je vais le coller à ce niveau, au niveau des deux champs de texte. Ici, ça va être MB1. Ici, ça va être MB2. Alors, j'enregistre, j'actualise. Et là, automatiquement, il m'affiche le résultat correctement. Donc, je mets par exemple 9 et puis 8. Automatiquement, quand je clique sur Somme, il est censé donc m'afficher le résultat en question. Et du coup, on est arrivé à mettre en place notre, si vous voulez, code quoi. Donc, la dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est l'intégration, donc si vous voulez, des autres opérations. Du coup, on vous demande d'intégrer ou bien d'ajouter les autres opérations, à savoir arithmétique bien sûr, la multiplication, la soustraction et puis la division. Et pour ce faire, donc on est censé customiser dans un premier temps la template HTML, à savoir donc somme.egs, et puis par la suite, vous êtes censé donc customiser donc le serveur en question. Donc vous allez commencer premièrement par la mise en place de vos boutons. Je reviens ici. En parallèle avec le bouton somme, si vous vous rappelez bien, donc je vais copier ce bouton-là. On va le coller sous un autre nom. Donc ici, ça va être multiplication. Ici, ça va être la soustraction. Et ici, ça va être la division. Je garde le même nom. Je reviens ici pour faire appel à somme. Il apparaît bien que j'ai les différents boutons l'un à côté de l'autre. On aimerait bien, quand je clique sur somme, il est censé calculer la somme, multiplication, il est censé calculer multiplication, ainsi de suite. Tout simplement, il faut customiser le code qu'on a mis tout à l'heure. Donc, il faut customiser le code suivant. Je vous laisse un petit peu du temps pour penser là-dessus et puis on va travailler ensemble à ce niveau-là, sachant que, comme indication, j'ai gardé le même name pour les différents boutons. La question qui va se poser, comment vous allez différencier entre les différents boutons? Comment je peux s'assurer que l'utilisateur a cliqué sur somme, ou bien multiplication, ou bien les autres boutons? Donc, vous prenez un bout de temps pour travailler là-dessus, puis on va voir la réponse ensemble. Donc, on a les 4 événements, à savoir somme, multiplication, etc. Vous allez customiser tout simplement votre code. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va initialiser le RS par, je prends ce bout de code, par 0. Après, on est censé donc faire la chose suivante. On va vérifier si request.body.btn s'il est égal à somme. Dans ce cas-là, on est censé donc lui dire RS est égal à la somme des deux éléments. Ainsi de suite. Else,
s'il est égal à multiplication. Donc, vous allez changer tout simplement le plus par étoile. Else, s'il est égal à soustraction. On est censé donc avoir un moins. Else, s'il est égal à division. On est censé donc avoir un slash. Et comme ça, donc on arrive à couvrir les différentes fonctionnalités. On va tester quand même. Voilà donc notre somme, elle est là. Je fais appel à donc premier nombre, deuxième nombre. La somme, ça donne 5. La multiplication, ça donne 6. La soustraction, ça donne 1. Et la division, ça donne 1,5. C'est-à-dire, il apparaît bien que avec notre, si vous voulez, application, donc il apparaît bien qu'on arrive à couvrir donc toutes les fonctionnalités en se basant donc sur cette séparation des traitements entre les différentes pages, quoi. Donc après avoir donc vous montré ça, donc la prochaine vidéo sera consacrée à la gestion de routing ou bien le routage en Framework Express. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Donc, je vous remercie et à la prochaine.